monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette édition d'information. Face à la presse ce vendredi, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a fait le point du processus d'enregistrement des dossiers de candidature débuté le 1er février 2021. Le processus s'est déroulé sans grande difficulté, vous l'entendrez dans ce journal. Clôture des dossiers de candidature à la Sénat ce jeudi. Votre chaîne de télévision y a consacré une émission spéciale. Le compte rendu est à suivre. Et puis la Chine s'insurge contre les accusations de certains pays et médias occidentaux faisant état de ce que les habitants d'une des régions sont contraints à des travaux forcés dans le nord-ouest du pays. Voilà pour le sommaire. L'opération d'enregistrement des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le compte de la présidentielle d'avril prochain, démarré le 1er février 2021, s'est achevé ce jeudi à 0h. Au thème du processus, le président de la Sénat a tenu un point de presse dans les locaux de l'institution. Au total, on retient que 20 dossiers de déclaration ont été enregistrés. Des précisions avec Emmanuel Tiando. Nous voici arrivés au terme du processus d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés pour certains en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité et après cet examen quant à la recevabilité, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. Nous avons voulu faire ce petit point de presse juste pour tenir informé l'opinion publique de l'évolution du processus et en attendant l'organisation d'un point de presse beaucoup plus important où nous allons entrer dans les détails des dossiers qui ont été acheminés aujourd'hui à la Sénat. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer notre grande reconnaissance à vous, professionnels des médias, pour votre patience. Vous êtes restés ici avec nous pendant près de 4 jours. Parlant toujours de l'enregistrement des déclarations de candidature, il faut préciser que le candidat Patrice Talon ne s'est pas rendu en personne ce jeudi à la Sénat pour le dépôt de son dossier. Seule sa colistière s'y est rendue, accompagnée de quelques ministres de la République et membres des partis Bloc républicain et Union progressiste pour remplir les formalités. Elia Djiran. Sur place au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat, une foule de personnes mobilisées pour accueillir le duo présidentiel. À l'apparition de l'escorte, comme l'on pouvait l'apercevoir à bord de ces véhicules, les membres du gouvernement, les responsables de partis politiques Union progressiste et Bloc républicain. Ils sont tous venus pour l'enregistrement du dossier de candidature de Patrice Talon au poste président et de Mariam Tchabi Talata au poste vice-président. Nous sommes donc arrivés ce soir pour le dépôt de nos dossiers. Les lois lui permettent de ne pas être là. Les lois lui permettent de se faire représenter. Et il est représenté par moi. Je constitue le duo. Je suis la candidate à la vice-présidence. Pour la colistière, le geste qu'elle vient de poser est républicain. Elle rassure de ce que son dossier est au complet. Nous avons réuni le parrainage nécessaire au dépôt de notre dossier. La mouvance est là pour la bonne marche de la démocratie. Elle n'a aucun intérêt à confisquer les quittances. Nous avons le nom qu'il faut
pour aller aux élections. Le ministre de la Justice, Sévérin Kenom, réaffirme l'engagement du chef de l'État, candidat à sa propre succession, que la présidentielle d'avril 2021 sera pour l'ensemble des Béninois un moment de fête. L'instant du dépôt de la candidature et de son enregistrement a été un instant empreint de grande solennité. Le président Talon, lorsqu'il a été candidat en 2015 et 2016, il avait suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, ceux qui ont cru en lui sont heureux parce que le rêve est devenu réalité. C'est-à-dire que nous avons effectivement amorcé le décollage de notre pays. Les réformes ont porté leurs fruits et de façon unanime, nous les apprécions. L'espoir né est donc devenu réalité et c'est cette réalité née de cet espoir qui a suscité aujourd'hui à son tour sa candidature. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. La délégation présidentielle s'est retirée du siège de la Sénat sous la sonorité de la fanfare, convaincue d'une victoire certaine au terme du scrutin prochain. En dehors de la candidature de Patrice Talon, plusieurs autres candidats se sont fait enregistrer donc, pour ce dernier jour de dépôt de candidature. Nous avons recueilli les impressions de quelques-uns après leur dépôt. Suivez. Le parti Les Démocrates a tenu bon. Le parti Les Démocrates a tenu bon pour le peuple béninois, parce que c'est le parti du peuple. Vous êtes en face de nous, si nous pouvions sonder vos cœurs, nous saurions et nous comprendrions que nous avons le même combat et le juste combat. Nous avons aussi une vision de développement pour le Bénin. Une vision que nous avons travaillée pendant plusieurs mois. Et puis nous sommes allés au contact de la population et nous avons partagé largement cette vision avec la population. Donc nous portons une véritable vision pour le développement de ce pays. Si nous acceptons de compétir en tant qu'opposition constructive, c'est pour souhaiter l'alternance. Nous souhaitons l'alternance parce que nous voulons que dans un débat démocratique, dans la cohésion nationale, dans la paix, dans la gestion des frustrations, dans la réconciliation, que nous puissions continuer le développement qui a été amorcé par les différents responsables que notre pays a connus, en l'occurrence les responsables qui sont là. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Parce que, comme les membres du Front pour la restauration de la démocratie, nous sommes persuadés que ce pays, notre pays, a besoin de solutions. Notre pays a besoin de nouvelles énergies, d'engagements nouveaux. Et nous avons décidé, parce que investir par le Front pour la restauration de la démocratie, nous avons décidé d'ouvrir un chemin pour notre pays, ensemble. Le président Aïvo et moi, nous avons une vision optimiste et pleine d'espoir. Et nous croyons en ce génie remarquable et redoutable de ce peuple béninois. Nous sommes porteurs d'un projet de société qui s'appelle la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance a simplement pour objectif la réduction de la pauvreté à la base. Et quel bilan peut-on faire de ces 4 jours de dépôt de dossiers de candidature à la Sénat? Une émission spéciale a été consacrée à cette interrogation. Les invités de Romuald Houi ont donné leurs avis sur les différents dossiers de candidature déposés. C'était donc ce jeudi. Suivez. Ce jeudi 4 février 2021 à 01 était la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les invités de l'émission spéciale apprécient selon leur ressenti les différents dossiers de candidature. Je l'apprécie sous 2 angles. Un premier angle, c'est que je constate que tous les citoyens béninois ont envie de diriger leur pays. Par ce fait, ils vont quand même à la Sénat pour aller déposer leur dossier. Mais dans le même temps, j'observe que par endroits, des fois, ça semble être aussi de la plaisanterie. Mais je crois que nous devons faire la démarcation nette
entre le dépôt des dossiers de candidature et leur recevabilité. Donc, par rapport à la loi, la Sénat va procéder sous week-end à l'étude approfondie de ces dossiers et va cette fois-ci faire des notifications aux candidats. Vous avez dû constater qu'à la première journée, il y a un concitoyen qui s'est présenté et qui a dit que lui, il est arrivé parce que inspiré par la Vierge Marie et que sa colistière était la Vierge Marie. C'est-à-dire que cela répond à notre sociologie culturelle. Lorsque nous voulons faire des choses grandioses, nous ne faisons rien sans mettre en avant notre être. Et culturellement et cultuellement, cela nous suit. Et ça s'est traduit dans le factuel que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il faut reconnaître à chaque citoyen le droit de pouvoir se porter candidat à la présidentielle si le cœur lui en dit et s'il pense avoir les capacités de le faire. Sur à quoi nous avons assisté depuis lundi, je suis bien obligé de dire qu'on assiste à une certaine banalisation de l'exercice et de la fonction présidentielle. Je pense qu'on tombe un peu dans ce que j'appelle la folklorisation, quelque chose de très sérieux. S'agissant du parti Les Démocrates qui n'a pas pu accorder leur violon dans le dépôt des dossiers, les avis semblent se converger. Lorsque vous voyez la posture aujourd'hui des démocrates, vous observez que, en fait, leur problème, ce n'est pas la participation aux élections. Ils ont quand même affirmé aujourd'hui à la Sénat que je ne crois pas, notre parce présence, que c'est de montrer que nous sommes capables d'aller à la compétition. Un parti politique comme les démocrates, dans ce groupe, d'autres ont découvert du moins finalement que, en fait, que le débat ce n'est pas d'aller aux élections. Donc ils ont choisi de ne pas s'aligner sur cette politique. La difficulté de ce parti à s'affirmer comme véritable parti d'opposition n'est pas du fait des lois, non. Mais quand vous prenez les leaders de ces partis, ils ont tous des histoires par le passé qui les rongent, qui les empêchent de jouer franc jeu. Que ce soit les démocrates, l'Union progressiste ou tout autre parti, les invités de Romy Adououi sont tous unanimes sur un même principe, l'organisation d'une élection apaisée. Le consultant politique Agapiti Napoléon Maforican s'est également prononcé dans la soirée de ce jeudi sur le dossier de candidature des démocrates à la Sénat sans parrainage. Les temps forts de son analyse dans cet élément. Durant toute la dernière journée du dépôt de candidature à la Commission électorale nationale autonome, les candidats se réclamant de l'opposition sont allés dans tous les sens en diffusant des communiqués qui présentaient plusieurs cas de figure. Si au départ, le duo Joël Aïvo et Ricky Amadougou était annoncé pour défendre les couleurs du Front pour la restauration de la démocratie, c'est finalement les duos Ricky Amadougou, Patrick Divor et Joël Aïvo, Moïse Kérékou qui représentent respectivement le parti Les Démocrates et le Front pour la restauration de la démocratie après le retrait de la formation politique de Éric Ondété du collectif de l'opposition. Le spectacle qu'ils ont montré aujourd'hui montre clairement qu'on a encore du chemin avec une classe politique totalement inapte, inapte à la pensée et inapte à l'action prospective. Les potentiels candidats de l'opposition s'organisent en duo, mais refusent de quérir le parrainage et de respecter la révision constitutionnelle. Une incohérence que souligne Agapiti Napoléon Maforican. Ils savent pas ce qu'ils disent, ils sont perdus. C'est une cécité absolument déplorable. Ils n'arrivent plus à s'assumer, ils ne savent pas de quoi ils parlent. En tout cas, le parrainage, comme le duo, sont les nouveautés introduites dans la révision de 2019. Ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir l'un et laisser l'autre. Ce n'est pas vous qui faites le choix. Donc en choisissant, ça veut dire que vous vous mettez au-dessus des institutions. Et la révision était actée dans les conditions qu'elle a prévues par la Constitution. Donc vous vous mettez au-dessus du peuple. Le parti Les Démocrates s'est tout d'abord opposé aux critères de parrainage. Mais lors du dépôt des dossiers, la candidate oppose de président de la République a souligné qu'on leur a plutôt refusé le parrainage. Un changement de langage que déplore le consultant politique qui estime que le précieux sésame n'est pas difficile à avoir. Non, le parrainage est très facile si vous alliez à la quête du parrainage avec une posture de celui qui demande, comme on en voit dans d'autres pays. C'est l'absence d'humilité qui fait que vous débattez de quelque part où les lois sont faites pratiquement tous les 3 mois, on peut les changer. Et vous venez
Et les textes qui existent depuis 15 mois, vous êtes incapable de vous conformer et vous utilisez même des éléments de langage pour pouvoir justifier votre incohérence et votre incapacité donc de lecture et d'animation de la vie politique. L'autre chose que déplore le consultant politique est la déclaration de la candidate au poste de président de la République du Parti Les Démocrates qui fait cas de ce que les élections qui se déroulent en ce moment au Bénin sont des élections qu'on ne rencontre même pas dans les pays où la dictature est sévère. Mais quand il n'y a pas de dictature, c'est une injure au peuple. C'est une injure à ceux qui sont là. C'est une injure à nos institutions. Et comment vous voulez qu'une telle personne, qu'on la prenne au sérieux au point de lui confier la reine du pays? Ça pose un gros problème. Le code électoral prévoit que la Commission électorale nationale autonome peut notifier les insuffisances. Le consultant politique pense qu'il serait mieux pour les duos de l'opposition d'aller quérir le parrainage et se conformer aux tests en vigueur. Autre sujet dans cette édition, les responsables du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau ont entamé ce jeudi une tournée de restitution des résolutions issues du 3e congrès ordinaire du parti tenu le 30 janvier 2021. Et c'est par la 16e circonscription électorale que la dite tournée a démarré. C'était en présence de la présidente du parti et quelques responsables. Stélia Padono. Claudina Fiavi-Prudencio est allée en personne présenter à ses militants de la 16e circonscription électorale les résolutions issues du 3e congrès ordinaire du 30 janvier 2021. Une séance à laquelle Patrice Talon a pris part en qualité d'invité surprise pour témoigner à la présidente de l'UDBN et ses sympathisants toute sa gratitude et son admiration pour le soutien indéfectible. Ce acte du chef de l'État, en plus d'honorer le parti, vient reconforter à plus d'un titre responsables et militants à continuer la lutte, celle d'œuvrer pour la poursuite des œuvres entamées depuis 2016. Le coordonnateur de la 16e circonscription électorale de l'UDBN a salué le choix porté sur sa zone. Ce n'est pas un hasard. Cela dénote bien de l'importance particulière qu'accorde notre parti à notre circonscription. Nous sommes conscients que les attentes sont énormes à Cotonou. Votre présence aujourd'hui nous rassure et nous donne la force plus que jamais à mouiller davantage le maillot et ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. C'est l'occasion pour les jeunes du parti de formuler quelques doléances à l'endroit de la présidente. Nous vous réitérons notre entier engagement à vos côtés pour relever les grands défis qui sont ceux de notre parti, l'UDBN. La jeunesse de la 16e circonscription a regard sur vous pour la mise en œuvre des grands chantiers que vous avez ouverts pour l'éclosion de la jeunesse en général et celle particulière de l'UDBN. Nous attendons plus de formations pour nous auto-employer, gage d'un épanouissement meilleur. À l'issue de ce tête-à-tête avec les militants de la 16e circonscription électorale, Claudina Fiavi-Prudencio a pu s'imprégner des besoins des siens, discuter des stratégies à mettre en œuvre pour accompagner le candidat du parti pour une victoire écrasante au soir du 11 avril 2021. Installation ce jeudi du nouveau procureur spécial de la Criette. Une installation faite en présence du représentant du ministre de la Justice, Mathieu Bokos et Miati Soufou. Mario Metonou, nouveau procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Il succède ainsi au magistrat Gilbert Ogbonon, qui a passé 2 ans au poste avant d'être rappelé pour servir au cabinet du ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, en qualité de directeur adjoint de cabinet. La présente cérémonie, qui n'est pas un simple protocole, traduit en elle-même le vœu et la détermination du gouvernement d'amplifier les succès sur le terrain de la lutte contre l'impunité. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le profil est bien retracé. Juge d'instruction, substitut du procureur de la République, procureur de la République, le tribunal de première instance, de première classe de Cotonou. On n'en trouvera pas mieux. Conscient des défis qui attendent le tout nouveau procureur, le premier substitut du procureur spécial près la Criette, dans son intervention, déclare:
Nous comptons infiniment sur vous. Nous comptons sur vous pour que le flambeau soit maintenu. Et même, avec vous, peut-être le nec plus ultra reste à venir. C'est dire que plus qu'une juridiction, la CRIET est un véritable régulateur social. À cet effet, il vous revient, en tant qu'organe de poursuite, non seulement de restaurer les valeurs qui jadis nous caractérisaient, mais également de protéger nos frontières contre le péril terroriste. Depuis le 27 août 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, s'est imposée dans le paysage judiciaire du Bénin. À peine installé, Mario Metonou, le nouvel entrant, étale ses ambitions. La transparence est consubstantielle à la crédibilité de l'œuvre de justice. C'est pourquoi nous ambitionnons d'instaurer au parquet spécial une transparence complète dans la gestion des procédures, et ceci dans le strict respect des contraintes légales. Ainsi, un bureau d'accueil sera mis en place pour permettre à tous les justiciables d'avoir en temps réel les informations sur les suites réservées à leurs procédures. La collégialité dans le traitement des procédures sera maintenue au parquet. Nous fournirons à la presse les informations factuelles sur les procédures tout en respectant les droits de la défense et en application des règles du Code de procédure pénale. Nous rendons compte, sans délai, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des différentes procédures comme nous l'impose la loi. D'ores et déjà, je vous assure de la disponibilité du garde des Sceaux à vous accompagner dans l'accomplissement de votre exaltante mission. Faut-il le préciser, le nouveau procureur spécial de la CRIET est nommé en Conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021. Sachez également que le député Jean-Pierre Babatouné a tiré sa révérence. Il s'en est allé ce vendredi au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou à l'âge de 72 ans des suites d'une courte maladie. L'illustre disparu est un douanier à la retraite. Il fut ministre de l'Environnement sous le régime de Boni Yayi, puis maire de la commune de Kétou, sa ville natale. Il faut également ajouter qu'il est élu du parti Union progressiste dans la 22e circonscription électorale. Jean-Pierre Babatouné est le deuxième décès qu'enregistre la 8e législature de l'Assemblée nationale. Et puis en Chine, le ministère des Affaires étrangères a répliqué aux accusations portées par des pays et médias occidentaux selon lesquels le travail forcé est utilisé dans la région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-est du pays. Suivez. Les autorités du Xinjiang ont envoyé un message clair. La région n'a jamais forcé les habitants à travailler, et ce d'aucune façon ni forme. Cela intervient 2 semaines après que les États-Unis ont déclaré qu'ils interdiraient l'entrée de tous les produits en coton et tomates importés du Xinjiang, affirmant qu'ils avaient été produits par certains des plus d'1 million de Ouïghours et d'autres minorités ethniques qui auraient été détenus par les autorités locales. Les États-Unis ont mis en application une juridiction au bras long, la saisie illégale et l'abus des contrôles à l'exportation. Cet acte barbare viole gravement les règles commerciales internationales, nuit gravement à la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale et viole gravement les droits légitimes des entreprises et des employés du Xinjiang. Selon les autorités, de nombreuses familles pauvres, en particulier dans la partie sud du Xinjiang, ont échappé à la pauvreté en plantant du coton et des tomates, ou en travaillant dans des usines textiles de coton. Elles ont affirmé que le soi-disant travail forcé dans la région autonome était fabriqué par des pays occidentaux dans une tentative de contenir le développement du Xinjiang. Le monde est un grand marché, la Chine est aussi un grand marché. Les entreprises du Xinjiang ont beaucoup de marge pour le commerce extérieur. Elles ne feront certainement pas faillite si elles quittent les États-Unis. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir, c'est juste après moi, Romuald Hunwi, vous retrouve pour Covid-19 Info d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. Nos différentes plateformes digitales, c'est bien le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebene, mais également l'application Etelebene disponible dans votre Play Store pour avoir facilement accès à tous nos programmes. Excellente soirée à vous en notre compagnie.